C'est ici que tout a commencé, dans le 9-3 à Saint-Denis. C'est ici que l'art gothique s'est exprimé pour la première fois avec la façade de la cathédrale basilique de Saint-Denis. C'est ici aussi que tous les rois de France ont été enterrés depuis Dagobert. Suivez-moi. Bonjour. Alors Serge, avant de faire cette visite, un petit point historique est nécessaire. Saint-Denis meurt en l'an 250, ici où c'était la campagne. Il est enterré par une vieille femme. Après, on va élever différents bâtiments, des mausolées, et puis des églises, et puis aujourd'hui une basilique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Serge, qu'est-ce qui est caractéristique du gothique naissant sur cette façade? Alors là, on est au XIIe siècle, entre 1135 et 1140, et Suger décide de faire une grande façade à 3 grands portails, ce qui est très novateur, et puis surtout une grande rose sur la façade ouest. L'idée, c'est d'évider au maximum le monument, déjà cette façade, pour faire rentrer la lumière. Nous voici maintenant dans le chevet qui date lui aussi du XIIe siècle, Tout à fait. qui a été créé à l'initiative de l'abbé Suger. Alors, est-ce que vous pouvez me donner, là, nous montrer un peu ce qui est caractéristique de cet art révolutionnaire? Alors, en quelque sorte, on est au centre même du manifeste de l'art gothique, qui naît en Île-de-France, en particulier à Saint-Denis. Et la particularité, c'est avoir une sorte de mur ondulatoire qui ondule, que Suger appelle le mur de lumière continue, avec des vitraux qui ont une surface beaucoup plus importante que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, et une surface colorée, avec des images qui représentent effectivement des thèmes bibliques. En quelque sorte, Saint-Louis officialise la nécropole des rois de France. Il l'appelle d'ailleurs le cimetière. Et ce n'est pas macabre, car à cette époque-là, les yeux sont grands ouverts, en attente de la résurrection. Alors au pied des hommes, bien souvent, il y a un lion. Le lion, c'est la force, mais c'est aussi la résurrection, parce qu'on disait que le lion avait les yeux fermés lorsqu'il naissait, et 3 jours après, il ouvrait les yeux. Serge, voici donc le gisant de Dagobert, qui date aussi du XIIIe siècle, je crois, mais lui a le droit à tout un panneau sculpté. Oui, parce que Dagobert, il est mort en 639 et il est considéré comme le fondateur de l'abbaye. Donc au XIIIe siècle, le roi Saint-Louis lui fait un honneur exceptionnel en créant un immense portail d'église. Alors un petit détail, comme vous le voyez ici, Dagobert est représenté nu. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a enfilé sa culotte à l'envers, non? Alors cette petite histoire, célèbre chez tous les enfants, eh bien cette chanson, elle a été créée au XVIIIe siècle pour se moquer de Louis XVI. Et comme on ne pouvait pas se moquer directement du roi, on se moquait d'une figure très ancienne et ça ne portait pas à conséquence. Merci. Ces 4 femmes qui sont aux 4 angles du tombeau représentent les vertus, les qualités que le roi ou la reine doivent avoir pour bien gouverner. Force, justice, prudence, tempérance. Donc à l'intérieur, le roi et la reine sont présentés nus et on a même été jusqu'à reproduire l'ouverture du ventre puisqu'on éviscérait les corps, on retirait les entrailles pour conserver le corps correctement. Donc on a été jusqu'à sculpter les fils qui servaient à refermer ce ventre. Il y a quelque chose d'assez particulier qu'on remarque tout de suite, c'est les gisants. Il y en a un, Henri II, qui est complètement décharné, tandis que Catherine de Médicis a l'air d'être en pleine forme. Comment ça se fait? Tous les deux sont en sommeil, ils sont morts, et Catherine de Médicis, elle a commandé un premier transi, puisque c'est le nom de ces gisants morts, les transis, à un sculpteur qui s'appelait Della Robbia. Et cette sculpture, elle est encore au Louvre, et elle ne l'aimait pas. Elle se voyait trop décharnée. Voilà. Et donc elle a souhaité avoir un autre gisant, un autre transit qui est ici beaucoup plus en sommeil et avec des formes beaucoup plus agréables.
voici maintenant dans la crypte. C'est exactement ici, dans ce trou, que Saint-Denis a été enterré. Et autour de lui, on trouve plein de sarcophages. L'enterrement des personnages autour de la tombe de Saint-Denis s'est fait en plusieurs périodes. D'abord des aristocrates francs qui sont enterrés à partir du 4e, 5e siècle, jusqu'à ce que Dagobert, le premier roi enterré à Saint-Denis, soit placé dans un sarcophage en 639. Et à partir de ce moment-là, les rois et les reines n'auront de cesse de vouloir se faire inhumer à Saint-Denis. À cet endroit, dans cette chapelle, on a installé des tréteaux de fer et les rois et les reines, c'est-à-dire Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, leurs épouses et les enfants, les princes, étaient enterrés dans des cercueils de plomb, entourés de cercueils de bois posés sur des tréteaux de fer. Alors, le problème, c'est qu'arrive octobre 1793. La Convention décide d'aller chercher le plomb des cercueils pour faire des balles. Donc, il y a un certain nombre de révolutionnaires qui pénètrent dans le caveau, qui trouvent tous les cercueils, qui les éventrent, qui sortent les corps, qui vont aller balancer les corps dans des fosses à l'extérieur, qui prennent le plomb. Écoutez, Serge Santos, je vous remercie 1000 fois pour cette visite. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.